Bonjour à toutes et bonjour à tous. Il vous est déjà certainement arrivé de dire ou de faire quelque chose que vous avez regretté plus tard. Un mot trop dur, une promesse trop belle ou une réaction qui ne vous ressemble pas. Dans ces moments-là, ce ne sont pas nos pensées rationnelles qui parlent, ce sont nos émotions qui prennent la direction de notre cerveau. Qu'il s'agisse de tristesse, de colère ou même de joie, les émotions ont un impact direct sur notre façon de parler, de décider et de nous comporter. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi ces émotions peuvent dominer notre communication et comment le cerveau réagit dans ces instants. Enfin, nous verrons quelle stratégie adopter pour ne pas laisser une émotion passagère vous engager dans un chemin qui ne vous ressemble pas. Lorsqu'une émotion forte surgit, notre cerveau passe dans un mode prioritaire. C'est une réponse héritée de l'évolution. En cas de danger, ou perçu comme un danger, notre amygdale cérébrale s'active. Elle envoie des signaux puissants à tout notre système. Résultat, montée de l'adrénaline, du rythme cardiaque et surtout, prise de contrôle temporaire qui supplante le cortex préfrontal, zone qui est celle de la réflexion, du langage structuré et de la planification. Ce phénomène est connu sous le nom de hijack amygdalien ou détournement émotionnel, terme créé par le psychologue américain David Goldman. Concrètement, cela signifie que vous allez faire des choses plus impulsives, plus brutes, parfois même à l'opposé des valeurs que vous avez habituellement. Et ce phénomène concerne toutes les émotions. Même la joie intense peut avoir un effet surprenant sur votre communication. Lorsque vous êtes euphorique, après une bonne nouvelle, une réussite inattendue ou un moment très heureux, vous pouvez vous engager au-delà du raisonnable. Par exemple, accepter un projet trop ambitieux, promettre une aide que vous ne pouvez pas vraiment offrir ou dire oui à tout porté par l'euphorie du moment. C'est un biais cognitif bien connu, le biais d'optimisme, dopé par une libération massive de dopamine et de noradrénaline qui réduit temporairement notre capacité à évaluer les risques ou les limites. Et les problèmes, c'est que ces mots dits à chaud, qu'ils soient teintés de colère ou d'exaltation, restent dans la mémoire de ceux qui les reçoivent. Même si plus tard, vous ne pensez plus du tout la même chose. Car la communication ne repose pas uniquement sur nos intentions, elle repose aussi, je dirais même surtout, sur l'impact émotionnel de ce que nous transmettons. On pourrait dire que les émotions sont comme une loupe, elles grossissent ce que nous ressentons sur l'instant, mais déforment souvent la réalité que nous aimerions transmettre. Alors la question c'est, faut-il réprimer nos émotions? Et la réponse est claire, non. Réprimer ces émotions ne les fait pas disparaître. Vous pouvez voir ou revoir ici la série sur les émotions que j'avais diffusée il y a quelques mois sur ma chaîne. Réprimer ces émotions, donc cela revient souvent à mettre un couvercle sur une cocotte minute allumée. À court terme, ça peut donner l'impression d'un calme apparent, mais sur un plus long terme, cette stratégie crée de la tension interne, une fatigue mentale et peut conduire à des réactions encore plus violentes. L'étude de neurosciences nous montre que l'émotion est un signal vital. Elle est le fruit d'une interaction entre notre cerveau limbique, celui des émotions, nos perceptions sensorielles et nos souvenirs. Elle nous informe d'un besoin non satisfait comme la colère, d'un manque ou d'une perte comme la tristesse ou encore d'une connexion au plaisir, la joie, l'amour, l'enthousiasme. L'émotion n'est donc ni bonne ni mauvaise, elle est un indicateur. Ce qui peut poser problème, ce n'est pas l'émotion en elle-même, mais le moment où vous la laissez guider votre action, et ce, sans filtre. Ce n'est pas parce que vous êtes en colère que vous devez hurler, ce n'est pas parce que vous êtes triste que vous devez fuir ou vous effondrer, et ce n'est pas parce que vous êtes euphorique que vous devez signer un contrat, faire une déclaration d'amour ou accepter un poste que vous ne voulez pas vraiment. La clé donc n'est pas de réprimer, mais de reconnaître l'émotion, l'écouter et attendre qu'elle redescende avant de parler ou d'agir. Et si vous avez déjà eu l'impression que votre cerveau disjonctait sous l'effet d'une émotion forte, c'est normal. En réalité, il le fait un peu. Et cela s'explique parfaitement par la neurobiologie. Quand une émotion prend le dessus, l'amygdale située dans le cerveau limbique joue un rôle central dans la détection et le déclenchement des émotions. Lorsqu'elle perçoit un signal émotionnel fort, elle peut court-circuiter temporairement le cortex préfrontal qui est le siège de la pensée logique, du raisonnement et de la prise de recul.
Ce phénomène est très utile quand il s'agit de réagir vite à un danger réel, fuir ou se défendre par exemple. Mais dans une conversation, un débat ou une prise de décision importante, cela peut provoquer des réponses impulsives, inadaptées, voire regrettables. Pour reprendre le contrôle, on engage le cortex préfrontal. C'est cette zone du cerveau qui nous permet d'inhiber une réponse impulsive, de réfléchir aux conséquences, de peser le pour et le contre, et surtout d'attendre. Mais ce cortex est mis de côté temporairement lorsque l'émotion est à son pic. Il lui faut quelques minutes pour reprendre le dessus. C'est d'ailleurs pour cette raison que la régulation émotionnelle est un processus et non un réflexe. Certaines études, comme celle du Dr Kevin Ochsner de l'Université de Columbia, montrent que nommer ces émotions comme « je ressens de la colère » ou « je suis déçu » permet déjà d'activer ce cortex préfrontal et de calmer l'intensité émotionnelle. D'autres travaux, comme ceux du célèbre Dr Antonio Damasio, démontrent à quel point nos décisions les plus rationnelles sont toujours colorées par nos états émotionnels, même lorsqu'on croit être totalement logique. En résumé, nos émotions parlent plus vite que notre logique, donc la solution, ce n'est pas de tout contrôler, encore une fois, mais de créer un espace entre l'émotion et l'action, entre le ressenti et la réponse. Comprendre ces émotions, c'est bien, mais savoir comment faire avec, c'est encore mieux. Je vous donne donc plusieurs outils concrets, validés par les sciences cognitives, la psychologie et des pratiques de terrain. Première règle, celle des 20 minutes. Une émotion forte physiologiquement, mais en moyenne 15 à 20 minutes à redescendre. Ce laps de temps correspond à la régulation naturelle du système nerveux autonome. La solution, lorsqu'une émotion monte, ne décidez rien, ne répondez à rien, ne postez rien. Prenez une pause, marchez, respirez, isolez-vous si nécessaire. Laissez votre cerveau émotionnel se calmer. Ensuite seulement, vous pouvez réfléchir et agir avec plus de clarté. En deux, nommez l'émotion pour l'apprivoiser, comme on en a parlé avec les travaux du Dr Kevin Ochsner. Dire simplement à voix haute ou dans sa tête « je suis en colère »,« je me sens blessé »,« je suis triste », cela active le cortex préfrontal et diminue l'activation de l'amygdale. En nommant l'émotion, vous prenez déjà un peu de hauteur, de recul. Vous passez de « je suis l'émotion » à « je ressens l'émotion ». Et cette nuance change tout. En 3, vous allez reporter l'action. La combinaison des deux premiers facteurs nous emmène naturellement à la troisième solution. Si vous sentez que l'émotion est trop présente, vous pouvez dire à votre interlocuteur « Voilà, je préfère attendre un peu avant de vous répondre, j'ai besoin de me recentrer, de réfléchir ». Cela n'est ni une fuite ni une faiblesse, c'est un signe de maturité émotionnelle. En formation, je dis souvent que le temps est un désescaladant naturel. Il réduit la pression interne comme on relâche progressivement la vapeur d'une cocotte minute. Évidemment, vous connaissez maintenant la cohérence cardiaque, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration pendant 5 minutes qui apaise le système nerveux. Vous pouvez aussi pratiquer un ancrage corporel, ressentir vos appuis, votre respiration, vos sensations. C'est un moyen de redonner de la place au corps quand l'esprit est trop agité. Et cela favorise un retour à soi avant le retour à l'autre. En 5, se poser une question simple mais puissante dans le genre « Est-ce que je veux vraiment que ce soit cela mon message ?» Cette micro-question posée à soi-même vous oblige à revenir à l'intention. Est-ce que je veux réellement blesser mon interlocuteur avec mes paroles? Est-ce que je veux qu'on se souvienne de moi de cette façon? Est-ce que je me reconnaîtrai encore dans cette réaction demain? Si la réponse est non, alors patientez, les émotions sont légitimes, mais nos réactions ne le sont pas toujours. En apprenant à créer un espace entre ce que vous ressentez et ce que vous exprimez, vous améliorez radicalement votre communication avec les autres, mais aussi avec vous-même. En conclusion, vous l'aurez compris, nos émotions sont de formidables messagères, mais lorsqu'elles prennent le contrôle de notre communication, elles peuvent saboter notre équilibre et nos relations. Donc, apprendre à les écouter sans s'y soumettre, savoir quand parler et quand attendre, cultiver la présence à soi avant d'aller chercher la clarté avec l'autre. C'est tout l'enjeu d'une communication émotionnelle consciente, une communication plus alignée, plus juste et plus respectueuse de l'autre et de soi. Et vous, avez-vous dit ou fait quelque chose sous le coup de l'émotion que vous avez regretté ensuite?
Ou au contraire, avez-vous réussi à désamorcer une situation tendue en prenant un temps de recul? Dites-le moi en commentaire, je suis assez curieux de lire vos expériences. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Collègues, amis, managers, famille, élus, tous celles et ceux pour qui la communication est un levier de message et de compréhension. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration des liens entre cerveau, émotion et communication.